Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Thomas Benzazon et nous nous retrouvons pour cette deuxième journée, toujours depuis le FIC 2015 et toujours en direct. Dans un monde global et un secteur qui évolue, certaines entreprises se regroupent avec une ambition claire, devenir le leader de leur marché. C'est justement le cas de l'entreprise dont nous allons parler à l'instant et représentée par son président François Lavaz. François Lavaz, bonjour. Bonjour. François Lavaz, vous êtes président de l'entreprise Harpoon Netask, regroupée sous la marque StormShield et propriété du groupe Airbus Defence and Space. Alors, on est un peu moins de 2 ans après la fusion opérationnelle entre ces deux entités. Il est peut-être temps de faire les premiers bilans. Et je vous propose de démarrer avec la chronologie des événements. Tout commence en 2007, il me semble. Absolument. Alors en 2007, je venais de rentrer de la Silicon Valley. J'ai passé 12 ans aux États-Unis, dont 10 ans à travailler pour des startups dans les technologies innovantes et de plus en plus orientées vers la sécurité en Californie. J'ai pris la présidence de Netask à ce moment-là, qui était une pépite française spécialisée sur la sécurité des réseaux. En 2012, fin 2012, Airbus Defence and Space rachète Netask, incorpore Netask dans son portefeuille de filiales. Un peu plus tard, 6 mois plus tard, c'est le rachat d'Harpoon, société jumelle pratiquement de Netask basée à Lyon, Netask étant basée à Villeneuve-d'Ascq historiquement. Et je deviens président à ce moment-là d'Harpoon, en plus de la présidence de Netask que j'avais conservée, avec une mission claire qui était de fusionner opérationnellement les deux sociétés pour faire émerger un nouvel acteur parrainé, filiale de Airbus Defence and Space. Alors justement, de l'avis des professionnels du secteur, cette fusion est un succès. Malgré tout, j'imagine que ça n'a pas été aussi simple non plus. Est-ce qu'il y avait des enjeux particuliers, des challenges à surmonter et surtout des erreurs à éviter ? Alors absolument, c'est vrai qu'en 2013, c'était juillet 2013, les deux sociétés se réunissent dans un premier kick-off où les équipes qui ne se connaissaient pas se rencontrent. À ce moment-là, il y avait 2 priorités très simples qui étaient à la fois la priorité interne, comment faire travailler ensemble des équipes qui n'étaient pas forcément sur les mêmes sites, pas forcément avec les mêmes cultures, pas forcément avec les mêmes priorités produits ni les mêmes roadmaps. Ça, c'était la première priorité. Et la seconde, au même niveau, c'était nos clients, les utilisateurs de nos produits, notre réseau de distribution, qu'il fallait rassurer sur le devenir des produits. Les clients, tous les jours, vous appellent en vous posant des questions difficiles, en demandant aux équipes que va-t-il advenir de telle ou telle gamme, que va-t-il advenir de la roadmap que vous m'avez promise, est-ce que vous allez être capable de la délivrer? Et donc il y avait une pression très très forte en juillet 2013 à relever, un challenge énorme pour l'équipe interne à relever. Alors justement, François Lavaz, vous parlez de rassurer les clients d'une part, j'imagine aussi les équipes d'autre part. Comment on fait pour réorganiser et rassurer tout le monde ? Alors on avait on va dire, quelque chose qui nous a aidé beaucoup, c'était que le projet de cette fusion était un projet industriel. C'était un projet qui n'était pas du tout basé sur faire des économies, rationaliser, mais un projet basé sur une ambition et sur une vision. Donc on a travaillé ensemble, on s'est réunis avec les différents managers des équipes et les équipes pour dire quelle va être notre feuille de route, comment allons-nous réinventer notre futur, qu'est-ce qu'on veut écrire comme histoire avec une volonté très forte de créer un leader européen, pas seulement un leader français, en partant de 2 pépites françaises, comment prendre le meilleur des deux, le meilleur des cultures, le meilleur de la technologie, le meilleur des fonctionnalités, pour créer et faire émerger un acteur européen et un leader européen qui correspondent aussi à l'ambition du groupe Airbus et d'Airbus Defence and Space, qui a toute légitimité à avoir démontré qu'il était capable de créer un leader européen dans l'aviation, dans la défense, dans l'aérospatiale. Donc comment faire la même chose au niveau de la cybersécurité? Donc si je comprends bien, il faut travailler sur la vision et ensuite faire adhérer tout le monde sur cette vision. C'est plus facile effectivement quand on ambitionne de devenir le leader européen, j'imagine. Absolument. Un mot du coup sur cette fusion, parce que c'est aussi un nouveau nom, StormShield. Comment on fait pour ne pas perdre en notoriété vis-à-vis des clients d'un côté de Netask et de l'autre côté d'Harpoon? Alors on a effectivement décidé d'asseoir une nouvelle marque, ombrelle des deux sociétés, symbolisant la fusion pour le monde extérieur et permettant de présenter aux clients les offres produits, les solutions de la société de façon unifiée et cohérente. En plus, on voulait symboliser
pour le monde extérieur, pour la presse, pour nos clients, nos partenaires de distribution, le fait qu'on passait dans une nouvelle phase de développement de la société, qu'on s'appuyait sur l'historique, on s'appuyait sur les fondations d'Arkoun et de Netask, mais qu'ensemble, l'alliance de ces deux sociétés allait faire émerger un nouvel acteur. Et un nouvel acteur, il a un nouveau nom et il a une nouvelle marque. Et donc on a utilisé la marque StormShield pour les 3 offres de la société, donc StormShield Network Security, StormShield Endpoint Security et StormShield Data Security. Donc beaucoup de communication autour de ce nouveau nom, en rappelant d'où ça vient, d'un côté Arkoun, de l'autre côté Netask, j'imagine. Alors, une fusion, c'est aussi mettre des choses de côté, en créer d'autres. Voilà, si on doit faire l'état des lieux, qu'est-ce qui a été mis de côté et qu'est-ce qui a été créé? Alors, j'ai découvert récemment une manière d'analyser les situations dans lesquelles on peut se trouver, qui est assez intéressante et que je vais résumer très simplement. Imaginez un cadran à 4 carrés avec 2 axes. Un axe horizontal qui est le contexte dans lequel on opère, donc les circonstances, l'environnement, et l'axe vertical qui est la motivation, l'état d'esprit des équipes. Donc on a 4 carrés, un carré où la motivation est faible, le contexte est difficile, et puis à l'extrême opposé, un contexte très favorable et un moral d'acier. Ultra motivé, d'accord. Ce que j'ai appris, ce qui est assez intéressant, c'est que les leaders, à titre individuel, préfèrent opérer dans des circonstances challenging, un contexte difficile, avec un état d'esprit fort et positif. Et c'est là où les vrais leaders se révèlent. Et donc, ce qu'on a fait avec les équipes, parce qu'on était dans un contexte difficile, avec des vrais challenges, une vraie pression du marché, des clients, de la concurrence, c'était de travailler ensemble pour faire émerger un état d'esprit, des valeurs en tant qu'équipe soudée, avec une ambition de vrai leadership individuel et d'équipe. Et ça, c'est assez nouveau. Donc, on a abandonné toute ce qu'on va dire la timidité, la réserve, le côté trop technique parfois. On assume notre ambition, on est fier de nos racines et de nos origines, mais on a envie aussi de les vendre, de les démontrer. Et donc on a un petit peu basculé, culturellement on va dire, dans un marketing un peu plus à l'américaine, une présentation des bénéfices des offres, des bénéfices des produits un peu plus agressive, une tonalité un tout petit peu un cran au-dessus de ce qu'on pouvait faire en tant qu'Arkoun ou en tant que Netask. François Lavaste, parlons export si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après fusion? Alors, le groupe Airbus, un des gros avantages, outre la solidité financière qui rassure nos clients et nos partenaires, qui assure la pérennité de la société dans son activité et son développement dans le cadre d'investissements d'innovation, Airbus évidemment, et Airbus Defence and Space en particulier, nous aide à l'international. On était déjà présent en Europe, dans différents pays européens, aux États-Unis, où on a de grands succès et de beaux clients et de très belles références, en Asie, et dans différents pays, mais de façon un petit peu, on va dire, morcelée, avec peu de pays où on avait une présence forte en dehors de la France. Ce qu'on a décidé d'un commun accord avec l'équipe et notre actionnaire Airbus Defence and Space, c'était de se renforcer très fortement sur l'année 2015 en Allemagne, où le groupe est présent et le groupe nous aide à nous développer, c'est une vraie synergie positive. En Grande-Bretagne, où là aussi, ça fait partie de ce qui s'appelle les home countries d'Airbus. Et donc l'ambition aujourd'hui, avant d'aller au grand international, c'est d'abord de consolider notre présence en Europe. Alors nos téléspectateurs peuvent le voir à vos côtés sur l'écran, un prix, le label France Cyber Security, qui vous a été remis ce matin par la secrétaire d'État chargée au numérique, Axel Lemaire. C'est un argument en plus pour l'export? Oui, absolument. Je pense qu'on peut être fier de l'origine des produits qui sont conçus et développés en France. Donc on a aujourd'hui 3 centres de R&D, un à Lille, un à Lyon et un à Paris. Donc 3 équipes de R&D qui travaillent sur le développement des nouvelles fonctionnalités, l'innovation de nos produits. Le fait de revendiquer cette origine française avec des chercheurs, des ingénieurs qui travaillent depuis des années, qui sont vraiment des experts issus des filières de formation française, on en est fiers et il faut le dire. Alors pardonnez-moi, je vous coupe et je reste sur les équipes dont vous parlez. Petit retour en arrière, c'était l'année dernière sur le FIC également. Un de vos collaborateurs a résolu la fameuse énigme, le challenge du logo de l'ANSSI. Une petite fierté, j'imagine. Une grande fierté, une très grande fierté. C'était un challenge que l'ANSSI avait lancé effectivement. À l'intérieur du logo de l'ANSSI, il y a différents secrets cachés qui révèlent un secret suivant. Il y a tout un tas d'étapes, c'était extrêmement complexe. Ça fait des années que tout le monde planchait dessus. Plus de 2 ans sans que personne n'ait abouti à la clé finale qui révélait le secret et permettait de gagner, entre guillemets,
le trophée. Et c'est effectivement un de nos collaborateurs des équipes techniques qui a passé ses vacances de Noël l'année dernière à résoudre le challenge, révéler la réponse à l'ANSSI et s'est vu remettre par l'amiral Riban, qui est directeur général de l'ANSSI aux côtés de Guillaume Poupard et à l'époque Patrick Pailloux, une médaille de l'ANSSI pour le remercier et le féliciter de sa réussite. François Lavaste, pour conclure en 10 secondes, si on doit résumer les projets d'avenir de Storm Shield, Harpoon NetAsk. Alors, les projets d'avenir, c'est vraiment établir la société non seulement comme le leader français de son secteur, ce qu'on est aujourd'hui, mais le leader européen. Donc dépasser les frontières effectivement hexagonales. Le label France Cybersecurity va nous aider effectivement à conforter notre ambition de leader européen en matière de cybersécurité. Eh bien, il est temps pour moi de vous remercier. François Lavaste, je le rappelle, président de Harpoon NetAsk. On était sur le FIC 2015, toujours en direct. Et on poursuit, on se retrouve d'ailleurs, chers téléspectateurs, dans quelques instants avec de nouveaux professionnels de la cybersécurité. Merci à tous.